On continue notre revue des opportunités dans le CAC 40. Cette fois-ci, on va prendre les sociétés qui sont valorisées entre 95 milliards et 35 milliards d'euros dans le CAC 40. Donc, alors, je prends un proxy du CAC 40 avec le iShares MSCI France, mais ce sont les plus grosses capitalisations françaises, donc c'est à peu près équivalent. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On y va avec cette revue. Comme d'hab, on va regarder les colonnes, j'enlève le prix, parce qu'on regarde pas le prix quand on investit, ça n'a pas intérêt. Alors, le nom les différentes colonnes. On a le symbole de cotation boursière. Attention, parfois on a des actions qui sont pas cotées sur la place parisienne. Bon, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, plusieurs multiples de valorisation, la valeur d'entreprise sur EBITDA, le price earning ou le price to free cash flow. En fonction du type d'industrie, on va regarder plutôt price earning ou price to free cash flow, ou valeur d'entreprise sur EBITDA. Des multiples de valorisation par rapport aux actifs. Alors ici on va s'intéresser à ces multiples là puisqu'on a des financières, donc ça va être intéressant pour les évaluer. Le rendement des fonds propres quand on regarde une financière, le rendement des capitaux investis quand on regarde une société classique, l'endettement de l'entreprise qu'on regardera plutôt sur les sociétés non financières, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire pour vérifier s'il y a rachat d'actions ou dilution, free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier le payout ratio. On rappelle, le payout ratio se calcule par rapport au bénéfice net, donc c'est la proportion de bénéfice net versé en dividende, mais on verse les dividendes en réalité avec les free cash flow. Donc si vous n'avez pas une équivalence, eh bien il faut vérifier ce ratio. Allez, on commence tout de suite avec la première société de la liste, AXA, dans les assurances, une industrie que je préfère éviter parce que il faut être actuaire pour comprendre le bilan des assurances. On est sur 103 milliards de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça il faut voir ce que ça veut dire pour une assurance. Moi je suis pas sûr de cette métrique, alors, vaut mieux pas la prendre en compte. On a un price earning de 14, c'est relativement cher pour une assurance. Moi je pense que sur les financières c'est plutôt intéressant qu'on est en dessous de 10, là on est clairement dessus. Pas de décote sur les actifs tangibles, on a 3,6 fois les actifs tangibles qui sont constitués du coup des polices d'assurance et des investissements, du portefeuille d'investissement. Un rendement des fonds propres à 12,5, ce qui est quand même convenable, quand même relativement bien rentable. On n'a pas de dividende qui est fourni, alors cette information me semble douteuse, alors, surtout qu'on a un payout ratio à 60%. Donc ça veut dire qu'on verse, si on a des bénéfices nets quelque part, oui on les a ici, ça veut dire qu'on verse à peu près 4 milliards de dividendes, sur une cap de 102 milliards, on doit être à 4% de rendement, 4-5% de rendement sur AXA, donc c'est intéressant. On a un rendement d'actionnaire total qui est à 7,6%, donc en plus il y a des rachats d'actions. Excellent. Bon, le payout ratio est un peu élevé quand même, mais on peut se maintenir à ce niveau-là, je pense, mais ça va pas augmenter beaucoup plus. Donc si vous investissez dans les assurances, AXA c'est bien pour le rendement d'actionnaire, pas pour autre chose vu qu'il n'y a pas de décote du tout. Ensuite, BNP Paribas, un autre secteur que j'évite, les banques, sur 95 milliards de market cap, 1,3% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, faut voir ce que ça veut dire pour une banque, ce que ça veut dire croissance du produit net bancaire ou pas. En tout cas, de toute façon, il n'y a pas trop de croissance dans le secteur financier. On est à 8,2 en price earning, donc pour moi, on est value sur BNP, c'est intéressant à ce niveau, surtout qu'on a 30% de décote sur actifs tangibles. Pourquoi est-ce qu'on aime bien avoir une décote sur actifs tangibles ? Parce que le bilan d'une banque est incompréhensible, et donc, plutôt que de faire confiance au management sur la valorisation des actifs, on va plutôt appliquer une forte décote, donc 30% c'est bien, déjà comme décote par rapport aux actifs dans le portefeuille de la banque. Donc ça c'est pas mal. Alors, rendement des fonds propres à 9%, c'est convenable, c'est pas exceptionnel non plus, mais on a un bon dividende, à 6,5% de rendement du dividende. Alors, il faudrait vérifier s'il y a des rachats d'actions, je pense qu'il y en a. Pour ce qui est du payout ratio, on verse, alors on est à 11,6 milliards en bénéfice net, on verse combien en dividende ? On doit verser, à la louche, 5 à 6 milliards de dividendes. Bon, on est proche, on est déjà, à mon avis, au-dessus des 50%, mais ça reste soutenable pour BNP. Donc, BNP, si vous investissez dans les banques, ça peut être intéressant, vous avez une marge de sécurité et vous avez un dividende qui a un rendement plutôt intéressant. Vinci, un des leaders mondiaux de la construction et de l'ingénierie du bâtiment, 78 milliards de market cap, 8,3% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Ça paraît élevé, mais il faut se rappeler que la croissance ici inclut la croissance externe. Donc Vinci fait des acquisitions. 8,3 valeur d'entreprise sur EBITDA. On n'est plus dans ma zone value qui est en dessous de 7. On est au-dessus. Les mois précédents, on était quand même dans cette zone. Bon, ça s'est un peu rattrapé. Ça reste pas très cher. 8,3 c'est pas exceptionnellement cher, mais 16 en PE, c'est un peu cher. Toutefois,
si vous regardez, on est à moins de 10 en price to free cash flow, donc 8,5, avec des free cash flow qui sont bien plus élevés que les bénéfices nets. Donc on est quand même sur une société plutôt au profil machine à cash, qui a plus besoin d'investir massivement dans sa croissance organique, donc elle génère des free cash flow, et on a une décote sur ces free cash flow, donc c'est intéressant pour moi. Je pense qu'on est quand même sur des niveaux de multiples intéressants pour Vinci encore. Rendement des capitaux investis à 8,5, ce qui est convenable comme croissance, comme rentabilité, pardon. 1,7 fois l'EBITDA en dette nette. Bon, Vinci, ça tourne avec pas mal de dettes, hein. La croissance, la rentabilité, pardon, n'est pas exceptionnelle. C'est pour ça qu'on a besoin un peu de capitaux externes pour financer la croissance. Bon, et surtout faire des acquisitions en fait, hein. Donc on a un peu de dette, attention, ça va coûter cher en intérêt, mais la trajectoire est baissière sur la dette, donc c'est plutôt rassurant. 3,9% de rendement du dividende, ça reste intéressant à ce niveau. 5% de rendement de l'actionnaire, c'est intéressant à ce niveau aussi, il y a des rachats d'actions du coup. 9,15 milliards de free cash flow contre 5 milliards de bénéfices nets, donc on a largement les moyens de cette rémunération de l'actionnaire. Vinci, toujours un bon dossier pour moi à ce niveau-là. Thales, on est sur la défense, 57 milliards de dollars de market cap, 2,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il n'y a plus beaucoup de croissance, mais le carnet de commandes est en train de se remplir à toute vitesse grâce au plan de réarmement, donc il va y avoir la croissance, et c'est ce que reflètent les multiples. Donc on est quasiment à 20 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, ça c'est très cher. 55 en PE, mais en fait c'est parce que, à mon avis, les bénéfices nets sont ponctuellement bas, parce que si vous regardez, on a 26 en price to free cash flow, donc ça, ce sont des multiples de croissance, hein. Thales, maintenant, on n'est plus sur une société tranquille, mature, etc. Maintenant, on est sur une société de croissance, et les multiples le reflètent, mais pour moi, les multiples, maintenant, sont trop élevés, hein, même s'il y a de la croissance. On ne sait pas du tout à quel rythme Thales va réussir à délivrer son carnet de commande, donc pour l'instant, c'est spéculatif, hein. 9,5 en rendement des capitaux investis, c'est correct, hein, pour une société traditionnelle. Une fois l'EBITDA en dette nette, pas de problème, c'est soutenable. 1,5% de rendement du dividende, 1,8% de rendement de l'actionnaire, donc il y a un peu de rachat d'actions. C'est pas attractif, hein, comme rémunération de l'actionnaire à ce niveau, c'est normal, la valorisation est très élevée. Et on est à 50% des payout ratio avec des free cash flow 2 fois plus élevés que les bénéfices nets, donc on est à 25% en réalité. On a les moyens de cette rémunération de l'actionnaire. Bon, Thales plutôt à l'écart, hein, c'est trop cher pour moi. Crédit Agricole, 57 milliards de dollars de market cap. 6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On a 8,6 en price earning, donc c'est value pour une banque, ça c'est pas mal. On n'a pas de décote sur actifs tangibles, donc dommage. Là-dessus, il n'y a pas de double marge de sécurité comme sur BNP. On a un rendement des fonds propres à 10%, ça c'est intéressant pour une banque. On a un rendement du dividende qui était à 6,7%. Et attention qu'il y a un peu de dilution sur Crédit Agricole, on a 6% de rendement de l'actionnaire. Le payout ratio, il est à 45%, donc c'est soutenable à ce niveau. Mais à choisir, si on investit dans une banque, autant prendre BNP, hein, qui est quand même qui a plus de marge de sécurité, même si elle est un peu moins rentable, mais bon, il y a une bonne marge de sécurité quand même sur BNP. Danone, on est sur un leader mondial de l'agroalimentaire, 55 milliards de dollars de market cap, 1,6% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Il n'y a plus de croissance chez Danone, 14,8 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est quand même cher, hein, pour une société sans croissance. 26,6 en price earning et 18,4 en price free cash flow. Bon, les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, c'est normal, la société est mature et dans une industrie mature également. Donc bon, on est en dessous de 20 en price free cash flow, mais pour que ça soit intéressant, il faudrait peut-être être en dessous de 15, hein, parce qu'il n'y a pas du tout de croissance. Une rentabilité plutôt moyenne à 6,7% de rendement des capitaux investis, c'est pas exceptionnel, et en plus il y a un peu de dette quand même. 2,2 fois les bidas en dette nette, ça commence à être lourd, et donc ça impacte le résultat net, hein, avec les charges d'intérêt. 2,8% de rendement du dividende, ça peut être intéressant à ce niveau, mais le rendement de l'actionnaire est à 2,4%, donc il y a de la dilution, un payout ratio à 67%, mais des free cash flow qui sont 50% plus élevés que les bénéfices nets. Donc bon, on doit être à 50% là-dessus, donc sur le payout ratio, pas si mal, mais non, Danone, il y a quand même bien mieux à faire. Maintenant, il y avait une opportunité quand elle était sous les 50 euros, et qu'il y avait une valorisation proche des 15, voire en dessous des 15 fois les free cash flow. Maintenant, c'est terminé, hein. C'est un moment où il faut prendre ses bénéfices sur Danone et passer à autre chose. Saint-Gobain, on est sur les produits de construction, 54 milliards de dollars de market cap, 1,8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Attention que ça inclut des changements de périmètre. Saint-Gobain s'est séparé de pas mal d'activités à plus faible marge pour se concentrer sur les activités à forte marge, du coup, à plus forte marge. Du coup, cette croissance inclut cet effet.
En valeur d'entreprise sur EBITDA, on a 8,3, c'est pas trop cher, hein, ça va. À moins de 20 fois en price earning, moins de 15 fois en price free cash flow. Comme à mon avis, on est plutôt sur une société quand même relativement mature. Il vaut mieux utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise. Et en dessous de 15, ça va, c'est pas trop cher, mais c'est pas donné non plus à ce niveau, quoi. On est à 9,2% de rendement des capitaux investis, en bonne rentabilité. 1,3 fois les EBITDA en dette nette. Le dossier n'est pas trop endetté. 2,3% de rendement du dividende, 3,15% en rendement actionnaire. Ça, c'est intéressant. Et on a un payout ratio qui est intéressant parce qu'on a 37% avec des free cash flow plus élevés. Donc en fait, on peut encore monter la rémunération d'actionnaire sur Saint-Gobain. C'est pas trop mauvais encore à ce niveau-là, niveau valorisation. Mais c'est un peu tard pour y rentrer maintenant. Bien sûr, le gros du travail, le gros de l'expansion du multiple a été fait. Hein. Ça a commencé en 2020. Et puis, on va dire que ça a été... le gros de cette revalorisation s'est fait jusqu'en 2023-2024. Maintenant, je pense que vous n'allez pas avoir une surperformance par rapport au marché en rentrant sur du Saint-Gobain. Le rendement d'actionnaire n'est pas dégueulasse non plus, par contre. Engie, donc on est sur un énergéticien avec l'état au capital, donc ça c'est un no-go absolu. On va jamais sur une boîte quand il y a l'état au capital. 50 milliards de dollars de market cap, 4,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, croissance plutôt modérée, qui dépend aussi des prix de l'électricité. Hein. En multiple, on évalue 6,3 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, ça c'est pas cher, 12 fois le PE, c'est pas cher, 13 fois en price free cash flow, c'est pas si cher que ça. Un rendement des capitaux investis qui est à 6,8%, c'est pas très rentable non plus, hein, mais c'est très intensif en capital aussi, les électriciens. On est à 2,2 fois l'EBITDA en dette nette, c'est trop élevé, je pense, enfin à 3 c'est élevé, c'est trop élevé, mais à 2,2 ça commence à être lourd. On a un rendement du dividende à 16%, mais ça je pense que c'est pas soutenable, ça doit inclure un dividende spécial. Et surtout qu'on a un rendement d'actionnaire qui nous est calculé à 6,6, donc ça doit dire qu'il y a une dilution massive, donc ça mérite clarification. On a un payout ratio qui est au-delà de 100%, donc, et en plus des free cash flow plus bas que les bénéfices nets. Donc vous voyez, hein, l'état au capital, ça donne des situations débiles comme ça, où on verse un dividende énorme qui permet pas de se désendetter, et qui mange tous les free cash flow. Donc Engie, restez à l'écart. Ensuite, Dassault Systèmes, on est sur du logiciel, 49 milliards de dollars de market cap, 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est quand même relativement élevé. 26 en valeur d'entreprise sur EBITDA, ça c'est très élevé. 38,7 en price earning, 39 en price earning, on va dire. 28 en price free cash flow. Ça, ce sont des multiples de croissance, mais la croissance n'est pas exceptionnelle. Hein. Donc, elle est élevée, mais pas exceptionnelle. Hein. Vous avez mieux à faire sur les sociétés de croissance. Un rendement des capitaux investis qui est à 9,3%, c'est surprenant pour du logiciel que ça soit aussi faible. Hein. Ça pourrait être quand même à 12-13%. 9,3% sur du logiciel, honnêtement, c'est pas incroyable. Hein. On est cash net sur Dassault Systèmes, et pourtant, avec tout le cash, on verse pas un dividende très intéressant. On est à 0,8 en rendement du dividende, et à 1,3 en rendement de l'actionnaire, donc il y a un peu de rachat d'actions. Le payout ratio est faible, à 25,8%, avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc en fait, ce dividende, il est un peu mince, hein. Ils sont un peu radins avec les actionnaires hein, sur Dassault Systèmes. Donc plutôt à l'écart. Et ensuite, étonnant, on a Société Générale maintenant dans le top 20, d'accord, donc 40 milliards de dollars de market cap, 1,5% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, 11,4 en price earning, c'est cher hein, pour une boîte aussi médiocre, on est au-dessus de 10. Bon, on a 40% de décote sur actifs tangibles. Maintenant, qui veut toucher les produits dérivés de la Société Générale? Pas moi en tout cas. 6,6% de rendement des fonds propres, c'est très faible pour une banque. On est à 2,4% de rendement d'actionnaire, du dividende, c'est faible, et 1,90 en rendement d'actionnaire. Donc en plus, il y a de la dilution, avec un payout ratio à 17,12%. Donc il faudrait regarder l'allocation du capital de Société Générale. Est-ce qu'ils font... Oui, je pense ils montent en fait leur core one equity tier ratio là, qui permet de solidifier le bilan en ayant des actifs très liquides. Donc ça, ils sont en train de monter ce ratio-là, et c'est pour ça aussi, à mon avis, que le payout ratio et que le niveau du dividende est aussi faible. Donc Société Générale à éviter à tout prix. Alors, qu'est-ce qu'on garde dans cette sélection? Moi, j'aime bien Vinci, toujours. Bonne rémunération d'actionnaire, bien solide, bien sécurisé, avec le payout ratio. Toujours de la croissance, alors plutôt la croissance externe, mais ça c'est pas mal. Si vous pouvez prendre également du Saint-Gobain, hein, c'est pas si mal. C'est maintenant un peu plus cher, qu'il y a plus d'énormes décotes à rattraper, mais bon, le rendement d'actionnaire est intéressant.
Surtout que je pense que le rendement du dividende va monter avec le payout ratio qui est à ce niveau-là. C'est pas mal, c'est Saint-Gobain. Et si vous autorisez les banques ou si vous autorisez les financières, on peut prendre BNP Paribas. J'espère que cette revue vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.